Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprenties sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô les sorcières, j'ai décidé de vous accueillir avec mon café aujourd'hui pour vous parler un peu de mon parcours qui m'a mené ici à être sorcière, à devenir la sorcière astucieuse en fait et de monter ce projet-là. Ça remonte à beaucoup d'événements. Un petit trigger warning, donc ça va parler de santé mentale, ça va parler d'idées suicidaires, ça va parler d'automutilation, donc il va y avoir du contenu qui est un peu sensible. Donc si tu veux pas écouter cette partie-là, saute à la section numéro 2 où je commence vraiment simplement à mon parcours de sorcière. Rien qui me destinait à devenir sorcière ou même à faire du contenu sur les réseaux sociaux, puis à me mettre de l'avant en fait parce que j'étais tellement gênée quand j'étais jeune. Je faisais du mutisme sélectif, donc ça veut dire que je parlais seulement à ma mère, à mon père, à mon frère, je veux dire. Et puis, j'avais même la difficulté à parler devant ma propre famille. Puis, c'était un peu handicapant. Donc, j'ai vu une psychologue très, très jeune pour ça. Et je pense que tout ça est venu beaucoup parce que j'ai perdu mon papa quand j'avais 6 mois. Donc, mon vrai papa biologique, je ne l'ai jamais connu. J'ai aucun souvenir avec lui. Donc, puis comme ma maman, quand il est décédé, elle avait un bébé très jeune, ben c'est sûr que toute cette situation-là, sans que ça soit de sa faute, c'est sûr que ça crée du stress et de l'anxiété dans la vie d'un bébé. Maintenant que je suis maman aussi, je comprends comment ça a pu m'affecter en tant que bébé. Et puis, c'est ça, ça se traduisait par beaucoup d'anxiété quand j'étais jeune. Donc, en fait, il a fallu que j'aille énormément de dépassement de soi et de pousser dans le dos pour m'épanouir aujourd'hui et être à l'aise aujourd'hui comme je le suis. J'ai donné des conférences, tu sais, je veux dire, c'est vraiment rien qui me destinait à ça, mais j'ai réussi quand même à passer au travers de ça. On arrive à une étape déjà, j'ai une enfance et une adolescence assez classique. Heureuse, bien sûr, mon estime de moi était très très basse, mais c'est le lot des adolescents malheureusement. Puis, j'ai étudié en anthropologie. Donc, l'anthropologie, c'est l'étude de l'humain. Et on m'a formée, en fait, pour devenir une chercheure en sciences humaines, une chercheure avec des méthodes d'anthropologie. Et j'ai même fait ma maîtrise, donc j'ai dû faire toutes les étapes scientifiques pour faire une recherche en sciences humaines. Donc, faire des entrevues, collecter des données, analyser des données. Donc, vraiment un background plutôt, c'est ça, scientifique. Puis, j'ai adoré mon parcours en anthropologie. J'ai rencontré des gens qui sont vraiment intéressants. Puis, ça m'a amené quand même à sortir de ma zone de confort. Mais, j'ai réalisé que je voulais pas être une chercheure en tant que telle. Moi, ce qui m'avait animée dans ça, c'était un professeur qui parlait des projets qu'il faisait. Il était impliqué auprès de plein de personnes. Puis j'étais là, oh wow, tu sais, ça l'avait allumé une étincelle. Mais j'avais pas vraiment compris que j'allais devenir chercheur en rentrant en anthropologie. Puis finalement, quand je suis sortie, tu sais, je suis quand même sortie de l'école autour de 25 ans. Mais finalement, je voulais pas faire de l'anthropologie. Et je suis devenue animatrice au loisir parce que pendant mon parcours anthropologique à l'université, j'ai été animatrice en francisation, donc je faisais des ateliers pour pratiquer le français avec des groupes. Et là, je me suis dit, je suis vraiment bonne à ça. Et je me suis dit, je vais devenir animatrice. J'ai eu un poste d'animatrice au loisir dans une résidence pour retraités. Et ça a été vraiment le grand amour avec ce type de travail-là. Vraiment, je me suis sentie à ma place dans le travail. Mais malheureusement, le milieu en tant que tel était énormément toxique. Donc, malheureusement, ça l'a simplement mal viré. Il faut dire aussi que parallèlement à mes études en anthropologie et au moment où je travaillais aussi à la résidence pour retraités comme animatrice au loisir, j'étais aidante naturelle pour mes grands-parents. Donc, j'ai d'abord pris soin de mon grand-papa, puis je l'ai accompagné dans tous les stades
quand je suis devenue comme une jeune adulte, j'ai pris mes responsabilités, puis j'ai commencé à aller les visiter. Parce qu'à l'adolescence, j'avais pris mes distances, mais c'était vraiment pas pour une chicane ou quoi que ce soit. C'était simplement que j'étais une adolescente, j'avais d'autres priorités malheureusement, puis c'est un petit regret que j'ai, mais je pense que je me suis rattrapée. J'allais les voir aux 2 semaines. Mon conjoint m'accompagnait parfois. Honnêtement, j'ai vraiment pris soin d'eux. Je suis devenue procurateur pour leurs finances. Bref, honnêtement, là, je gérais tout. Jusqu'à ce que mon grand-papa décède. J'étais auprès de lui lorsqu'il est décédé avec mon frère. On était chacun d'un côté du lit. Puis ça, c'est sûr que c'est une expérience qui reste dans ma mémoire, mais je suis tellement contente d'avoir été près de mon grand-père quand il est décédé. Il y avait ses 2 petits-enfants auprès de lui, puis j'ose penser qu'il est parti serein. Et puis après ça, ben là, il restait ma grand-maman. J'ai été aidante naturelle pour ma grand-maman. Donc, elle avait l'Alzheimer. Donc, on a fait homologuer le mandat. Puis ça, c'est des jargons pour dire que j'étais vraiment aux yeux de la loi. C'était pas juste une procuration, c'était vraiment que j'étais comme vraiment sa représentante. Puis, tu sais, il faut comprendre que moi, quand j'ai commencé à être aidante naturelle, je savais pas comment faire un chèque. C'était mon chum qui m'avait dit comment faire un chèque. Donc, je partais vraiment de loin, mais j'ai été bien accompagnée par les personnes autour de moi. Ma mère m'a beaucoup aidée aussi dans tout ça. Puis, il y a eu du positif, mais c'est sûr que ça prenait beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie. Et puis là, ça me ramène aussi à l'environnement toxique dans lequel j'étais. En démêlant tout ça avec ma psy plus tard, j'ai compris que j'avais vécu beaucoup de violences psychologiques à cet endroit-là. Beaucoup de choses qui n'avaient aucun sens qu'on vive, ma collègue et moi, parce que c'est pas juste moi qui ai vécu ça, c'est ma collègue aussi. Mais vraiment, je suis partie de là après 10 mois. Puis, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Le mot du siècle, hein? Je faisais des crises d'anxiété. J'ai commencé à avoir de la médication pour ça. Puis, 1 an plus tard, je n'avais pas commencé à travailler officiellement là, dans un endroit. J'étais coach Beachbody à cette époque-là. Puis, j'essayais de monter ma petite business de MLM. Et puis, c'est ça. 1 an plus tard, je suis allée en... Comment ça s'appelle? En Nouvelle-Orléans pour justement le summit de Beachbody. Puis, en revenant, ça n'allait pas du tout. Tu sais, j'essayais d'être transparente sur mes réseaux, je m'en rappelle, mais en même temps, c'était difficile parce que c'est à ce moment-là, moi, que j'avais des idées suicidaires. Ça faisait en fait plusieurs mois que ça revenait de temps en temps. Je faisais des giga crises de panique. Honnêtement, mon conjoint a été vraiment d'un grand support à ce moment-là parce que c'était pas facile là, pour lui là, de vivre ça. Puis il a été vraiment gentil, il a accepté comme tranquillement. Puis ben comme j'avais aussi beaucoup de pensées intrusives d'automutilation qui étaient assez trash. C'était assez trash. Ouais. Malheureusement, ça m'est déjà arrivé de m'automutiler. Mais ça m'est pas arrivé souvent parce que je m'enfermais dans ma chambre en petite boule puis j'attendais que la crise passe dans le fond. Je me rappelle même pas qui le sait, qui le sait pas. Donc je m'excuse pour ceux qui le savaient pas. Dans ma famille. On va prendre une petite gorgée. Quand même, la médication elle a beaucoup aidé à ce moment-là parce que moi, j'étais aidante naturelle, j'avais ma grand-mère à charge. Mon conjoint me disait, je peux pas croire que comme tu me laisserais puis tu partirais comme ça quand j'avais des idées suicidaires. Puis tu sais, c'est ça, j'ai toujours été quand même très proactive dans ma santé mentale, c'est-à-dire que je suis allée chercher l'aide qu'il fallait, j'ai pris la médication qu'il fallait, j'ai fait un suivi psychologique qu'il fallait. Donc, j'ai commencé à aller mieux quelques semaines après la médication. Puis j'ai tout de suite commencé à travailler dans une école à ce moment-là, une école qui était près de chez moi. Puis ça a été vraiment, je suis tombée en amour avec le domaine des écoles. Au Québec, j'étais éducatrice en service de garde et superviseur sur l'heure du midi pour les dîners. Puis rapidement, en fait, j'étais vraiment
j'étais vraiment bonne avec les enfants. On me donnait des enfants qui étaient plus difficiles parce que d'autres éducatrices les voulaient pas. La première année, d'ailleurs, pour les journées pédagogiques. Donc, tu sais, j'ai senti que, oh, peut-être que l'éducation spécialisée, ça serait pour moi parce que je voulais faire plus, en fait. Je voulais être plus impliquée pour les élèves. Puis, en tant qu'éducatrice en service de garde, ben, c'est pas très possible. J'ai fait ma reconnaissance des acquis en éducation spécialisée. Je suis officiellement diplômée, en fait. Donc, maintenant, je travaille dans une école encore en Alberta, dans une école francophone. Et au Québec, je travaille dans une école anglophone. Donc, j'ai comme renversé la situation. Ben, aussi, il n'y a pas d'éducatrice spécialisée, mais il y a ce qu'on appelle des aides-élèves. Donc, c'est un peu... Les rôles sont un peu différents. Mais au final, il y a des tâches qui sont semblables, donc d'aider les élèves dans les classes, etc. Donc, c'est là que ça m'amène mon parcours. Je veux juste être sûre que... Ah oui! Puis en plus, je vous ai même pas parlé de toutes les difficultés que j'ai eues comme maman, mais ça a été difficile. Ma santé mentale elle est redevenue fragile à un certain moment donné, mais là, c'est un petit peu plus stabilisé. Puis, ça m'amène à vous dire aussi que, ben en fait, quand on guérit de quelque chose, puis qu'on passe à travers des épreuves, ben c'est parce qu'après ça, on a besoin de plus. On a besoin d'une signification. On a besoin d'aller plus profond, d'aller plus creux. Parce que le développement personnel, c'est comme si ça l'arrêtait jamais. On veut toujours devenir un meilleur humain. Puis c'est là que ça m'a amené un peu vers le développement d'une nouvelle spiritualité. Moi, ça a vraiment commencé avec mon oracle, Spirit Animal Oracle de Colette Baron Reid. Vraiment, là, j'ai acheté ça parce que les images étaient belles sur Amazon. Puis j'étais comme, waouh, c'est mes couleurs, c'est pastel, ça a l'air beau. Puis j'ai acheté ça sur un coup de tête. Et parallèlement à ça, moi, j'ai une sorcière. J'ai une tante qui est sorcière aussi. Et qui est maître Reiki. Donc, veux pas, en parlant un peu avec elle au fil des années, ben, il y avait quand même des petites notions qui rentraient dans mon cerveau. Puis que je me questionnais, tu sais. Finalement, j'ai développé un intérêt vraiment grandissant pour la lune. Je suis devenue un peu obsédée avec la lune, ce que je suis encore. Des fois, je vais dehors puis je fais juste observer la lune puis je la trouve tellement belle. Donc, les cycles lunaires, j'ai décidé d'intégrer ça dans ma vie. Ensuite, je me suis intéressée à la roue de l'année, donc les fêtes païennes. J'ai décidé d'intégrer ça aussi dans ma vie et ça m'a amené vraiment à... Quand on devient sorcière ou quand on s'intéresse à une spiritualité qui est reliée au cycle de la Terre, au cycle de la nature, ben on parle beaucoup aussi du développement de l'intuition. Puis ça a résonné énormément en moi. Puis aujourd'hui, ben avec tout ça, ben je fais des petits rituels, je tire énormément de cartes d'oracle. C'est vraiment la chose que j'aime le plus dans ma pratique de sorcière, en plus de l'art. Parce qu'on peut vivre notre pratique de sorcière sous toutes les formes. Les rituels peuvent prendre tellement de formes différentes. Puis, c'est ça. Ça a comme répondu à ce besoin de spiritualité, à ce besoin de plus que j'avais. Puis, pour moi, là, quand je sors à l'extérieur, là, tout est un miracle pour moi. Je vois des fleurs, puis je suis comme, mais la nature nous offre ces couleurs-là. C'est la nature qui fait ça, c'est la terre qui fait ces couleurs-là. Ça me fascine. Ça me fascine complètement. Puis, c'est pour ça aussi que, ben ça, je vais vous en parler dans l'autre section. Mais les fleurs, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Finalement, ça m'amène aujourd'hui à tout simplement assumer mon côté sorcière, assumer cette partie-là de moi, puis à la vivre pleinement. Sans tabou, sans rien, sans filtre. Un peu pour ça que la sorcière astucieuse est née. Une philosophie de sorcière qui n'est pas nécessairement unique, mais quand même, ça peut ne pas cadrer avec tout le monde. Moi, ma philosophie, c'est que une sorcière n'a pas besoin de beaucoup d'objets de sorcellerie pour être une sorcière. Tu peux utiliser ce qu'il y a autour de toi. Tout est énergie. Les 4 éléments sont des énergies. Tu as accès à l'eau, tu as accès au feu, tu as accès à l'air, au vent. Donc, vraiment, il y a quelque chose de magique autour de nous, tout le temps. Donc, oui, j'ai ma petite tasse qui m'a été donnée. C'est ma petite tasse Harry Potter en forme de chaudron. Tu sais, j'y tiens. C'est des choses que j'utilise. C'est pratico-pratique.
J'ai bien sûr des oracles. Ça, c'est la chose que je indulge. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est quelque chose que je me permets, mais je n'ai pas de baguette magique. Je n'ai pas des cristaux fancy. Je n'ai pas un altar, un hôtel, pardon, super fancy. Puis ça sera jamais comme ça parce que, ben, je suis pas nécessairement minimaliste dans les autres parties de ma vie parce que j'ai énormément de choses créatives dans mon bureau. Des outils créatifs, des crayons, des cahiers, des choses comme ça. Mais j'ai pas besoin d'outils, d'une tonne d'outils pour être sorcière. Puis c'est ça que je veux transmettre. Le pouvoir de ton intention est vraiment suffisant avec des choses qui vont résonner en toi. Des choses, je parle, mettons, que tu vas marcher en forêt, puis il y a une feuille qui te parle, qui est tombée par terre, c'est l'automne, la couleur te parle. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai ramassé plein de feuilles dans ma cour, puis j'utilise ça pour mes rituels. J'ai des fleurs séchées, puis je les utilise pour mes rituels. C'est des choses que la nature m'a donné, puis c'est ce que j'utilise. Je veux être en contact, je veux que ce soit l'énergie de la nature qui m'aide dans mes rituels. Donc ça, c'est ma philosophie de sorcière. Ton intention que tu mets dans ce que tu fais, c'est là où est-ce que ça va faire la différence aussi. Bien sûr, la sorcellerie, c'est de travailler avec les énergies, de travailler avec la magie. Puis il y a différentes façons de le faire. Puis ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Je ne prétends pas être experte, mais vraiment loin de là. Je ne prétends pas manipuler les énergies comme personne. C'est pas du tout ça. C'est au fur et à mesure qu'on se laisse bercer par cette magie-là, ben, on devient plus intuitive. C'est plus facile. C'est comme, j'ai déjà donné l'exemple, ben, si on veut devenir vraiment fluide dans une position de yoga, ben, il faut le pratiquer vraiment longtemps, tu sais, parce que tu ne réussiras pas à faire une position super difficile en seulement comme une pratique. Donc, c'est la même chose avec la sorcellerie, c'est la même chose avec quand on veut ressentir et manipuler les énergies. C'est sûr que certains outils vont nous aider pour ça, pour sentir, manipuler les énergies. Mais en même temps, comme à titre d'exemple, ben moi, j'ai des super de belles roches que j'ai ramassées partout un peu dans mes voyages. J'ai des roches qui ont été décorées par ma tante pour mon mariage. Puis ils ont une œuvre d'art sur ces roches-là. Puis pour moi, ben c'est ce que je vais utiliser pour faire mon cercle. Puis, bref, tu sais, t'as pas besoin d'avoir tout ce qui est à la mode pour être une sorcière. Tu peux juste être une sorcière et tu vas l'être, tu sais. C'est ce que je voulais passer comme philosophie. Vision du futur pour la sorcière astucieuse. Pourquoi ce projet-là? En fait, premièrement, je trouve qu'il manque vraiment de contenu francophone qui va droit au but, sans tabou, sans passer comme au niveau par différents détours pour parler de la sorcellerie pour ce que c'est. Je veux vraiment aider les femmes je veux que ça soit facile d'intégrer cette magie ancestrale, ces énergies autour de nous dans un quotidien qui est très moderne, qui va vite. Donc, je veux qu'on arrive à mettre fin au pilote automatique, qu'on dise stop, je veux vivre une vie pleinement, je veux être consciente de ce que je vis, je veux être consciente des cycles qui se produisent à tous les jours, à toutes les années, à tous les mois. Puis, en fait, de réaligner le cœur et l'esprit ensemble. Parce que souvent, ben, on vit beaucoup de frustration, on trouve que ça va vite. Donc, c'est un peu ma vision pour la sorcière astucieuse. Si tu veux me suivre, je suis sur Instagram, TikTok et ben, tu peux t'abonner à ma chaîne aussi. Ça va me faire plaisir. Et laisse un commentaire si tu as d'autres questions, ça va me faire plaisir également. Bye, à la prochaine!